Leslie, quels sont pour toi les bons éléments d'une préparation de voyage? Les bons éléments. Déjà, il faut s'y prendre le plus en avance possible. C'est super important, peu importe la durée du voyage. Donc, le plus tôt possible, dès qu'on sait sa destination ou son itinéraire, je dirais tout planifier, tout noter sur un carnet. C'est bien de centraliser en fait les notes. Savoir où on va, les billets de transport, ça évite de se perdre dans son sac et de chercher un milliard de choses. Donc tout centraliser, soit sur une application, soit sur un carnet de voyage. Ensuite, la première chose, c'est se renseigner sur les billets de transport parce que plus on s'y prend à l'avance, moins c'est cher et on pense au sous. Donc voilà, pour en faire des économies, toujours prévoir à l'avance et aussi être flexible un maximum. Parce que plus vous serez flexible et plus vous aurez de bons plans. Petite astuce. Ensuite, ce qui est essentiel aussi, c'est de faire une liste du matériel. Ça, en ligne, vous pouvez trouver 1 milliard de to-do list à avoir au niveau du voyage. Et c'est toujours bien de l'avoir, ça paraît bête, mais le jour, même bien 2 jours avant, de bien faire son sac et vérifier qu'on a tout, qu'on a bien les billets, c'est essentiel, qu'on a bien, si on va en Europe, sa carte d'assurance européenne d'assurance maladie, essentielle à avoir. Si jamais il nous arrive quelque chose, on est toujours couvert. Disponible gratuitement sur le site amélie.fr et ça prend environ 2 semaines à recevoir. Donc c'est super méga rapide et c'est essentiel pour tous les voyages. Il vaut mieux l'avoir que l'inverse. Ensuite, aussi un bon équipement. Ça en amont, voilà. Les bonnes chaussures, je le disais tout à l'heure, ça fait la différence quand on voyage. Il n'y a rien de pire que de passer, si on a 1 semaine de vacances, de passer 5 jours à avoir mal aux pieds parce qu'on n'a pas pris les bonnes chaussures, les chaussures n'ont pas eu le temps de se faire. Donc bien prendre des bonnes chaussures. Moi je conseille des chaussures de randonnée. On n'est pas obligé de se retrouver avec des trucs tout moches. Ils font maintenant des super belles chaussures, notamment ma marque que j'ai prise, c'est la marque Oka. Et ils ont fait des chaussures de randonnée avec tout le confort qui va avec, mais en version basket. Si on n'aime pas les chaussures montantes, elles sont super stylées en plus, 3 coloris. Et trop bien. On va citer d'autres marques comme Quechua ou Salomon. Salomon, qui est une excellente marque aussi de chaussures. Bref, avoir des bonnes chaussures, un bon sac à dos, parce que quand on a 12 kilos sur le dos, pour ma part, et qu'on doit beaucoup bouger, si la qualité n'est pas là, on le sent. Et c'est tous des petits détails, mais qui peuvent tout de suite venir gravement impacter votre ressenti et votre expérience, on va dire, voyage. Donc voilà, prévoir en avance, avoir un bon équipement, et puis juste kiffer, faut se lancer. Et c'est la première chose. Et se renseigner auprès du CDIJ pour avoir des aides. Et là, on va voir ce que ça va parler, parce que c'est très important. On peut se faire financer son voyage. Et c'est super important parce que quand on est étudiant ou quand on est jeune, l'argent ne tombe pas du ciel. Et si on peut gratter un petit peu, ou demander à papy, mamie, c'est toujours sympa. Donc c'est comme ça que tu as vu une pub sur Instagram Destination avant de prendre rendez-vous avec Ayla Sejman du CDIJ. Exactement. Moi, mon Instagram m'a bien écouté. Je lui avais dit que j'avais envie de partir et comme par hasard, il m'a montré une pub donc de la région de Nouvelle-Aquitaine et notamment du dispositif Destination. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros une aide au voyage. Les conditions, elles sont super simples. Il faut vivre depuis 6 mois minimum en Nouvelle-Aquitaine. Je pense que c'est largement réalisable. Et il faut que ça soit notre premier voyage en autonomie, donc sans famille. Après, on peut y aller soit seul, soit en ami. Les premières démarches à faire, elles sont super simples. C'est de se rapprocher donc de son CDIJ. Ensuite, il y a toujours un ou une référente destination qui va venir donc vous aider à construire votre projet, savoir si vous voulez partir en France ou en Europe. Et dans ce cas-là, en fait, le montant de la bourse va changer. Si c'est en France, on vous alloue une bourse de 150 €. Si c'est en Europe, c'est une bourse de 250 €. C'est pas négligeable. Moi, ça m'a servi à payer, par exemple, tout mon pass Interrail, donc tous mes transports. Et donc, en sachant que le transport, c'est l'une des plus grosses parts d'un budget, ça fait toujours plaisir en sachant que voilà, c'est super facile à faire. Donc, on est bien content d'avoir ces bourses. C'est clair que c'est pas négligeable et du coup, on peut avoir des informations dans son point information jeunesse, le CDIJ de La Rochelle. Après, il y a des biges, il y a des piges, il y a des criges. Tout en IJ. Tout en IJ, information jeunesse et tous les points info jeunes qui donnent les infos du coup sur Destination. Que moi je voyage énormément en stop, donc depuis cette année j'ai découvert ce moyen de transport qui est génial pour 2 raisons. Un, on voyage gratuitement et ça mine de rien c'est pas négligeable surtout quand on est jeune. Et la deuxième raison c'est le contact humain, les rencontres qu'on fait. Du coup moi j'ai découvert le stop cette année, j'ai fait un trajet avec une amie jusqu'à Vannes en Bretagne. J'ai fait un autre trajet avec des amis, on a fait un espèce de Pékin Express en stop. C'était 3 binômes qui devaient le
le premier arrivé vers le Puy-en-Velay, donc on traversait la France. Normalement, le trajet en voiture, c'est 6 heures. On a fait ces 6 heures-là en une journée. Et là, récemment, je suis parti avec ma maman au mois de septembre. Je suis parti jusqu'en Italie, on est allé jusqu'à Venise. En stop? Alors, on a traversé la France en stop, mais on n'a pas pu faire de stop en Italie puisque le stop, c'est pas quelque chose d'international. Il y a des pays où ça fonctionne pas, et en Italie, il s'avère que ça fonctionne pas du tout. C'est pas du tout dans leur culture, et ils ne prennent pas en stop. Donc en Italie, on a pris le train, et il s'avère que le train en Italie est beaucoup moins cher qu'en France. Donc on s'est résolu à faire du train. Mais en tout cas, voilà, depuis le début de l'année, j'ai dû monter avec plus de 150 personnes en stop. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, des hommes, des femmes, des belles âmes, des jeunes, des moins jeunes. Et il s'avère que contrairement à ce qu'on pense, déjà en France ça fonctionne super bien, et que les gens qui prennent en stop, moi il m'est arrivé presque zéro mauvaise aventure, mais ça fonctionne super bien. Et pour traverser la France, c'est vraiment génial. Je dis presque zéro parce que il s'avère qu'en revenant d'Italie, du coup, on s'est fait prendre par un routier italien qui ne parlait ni français ni anglais. Il devait nous emmener jusqu'à Chambéry, et en fait sur la route, le pneu a crevé et il nous a laissé en plan sur l'autoroute derrière la rambarde de sécurité, et on s'est retrouvés comme des couillons. Bon, au final, il y avait quand même la sécurité autoroute, là, les camions jaunes qui sont venus, et ils nous ont pris pour nous déposer à la prochaine aire de péage. Mais voilà, ça peut arriver, les expériences comme ça, mais voilà, moi j'adore et je veux continuer à en faire, et voilà, je fais que ça du coup. Trop bien. Et tu nous as partagé ta moitié de mauvaises expériences. Quelle était ta plus belle expérience de voyage, que ce soit en stop ou dans les arrêts du coup En stop, j'ai eu une super expérience. En fait, au début septembre, quand on partait pour aller en Italie du coup en stop, la première journée, on s'est fait prendre par une femme en stop qui avait la cinquantaine, et elle nous a pris en stop. Dans le trajet, on s'est super bien entendu. Elle nous a proposé de dormir chez elle. Donc le soir, on est allé dormir chez elle, elle nous a super bien accueillis, elle nous a fait pizza, on a fait apéro, salade de fruits, on était accueillis comme des rois. Elle avait une super belle maison, c'était près de Carcassonne. Et en fait, on s'est super entendu avec elle. Au retour, on est repassé par chez elle, on a passé 3 jours chez elle, et maintenant c'est une amie, on se voit, elle va venir à la maison et tout, et on a créé une amitié vraiment avec cette femme, et voilà, c'est génial, c'est des super belles rencontres en fait. Et si on n'était pas sorti de notre zone de confort, si on n'avait pas fait ce trajet, jamais on aurait pu la rencontrer, et donc c'est ce qui me renforce dans l'idée que j'adore ce moyen de transport, quoi. C'est trop bien. Ouais. Oui, on parlait de voyager seul, et là vous étiez en duo, mais au final ça permet de belles rencontres. Le stop, c'est vrai que moi je me le permets de le faire tout seul parce que j'ai pas peur de voyager en stop. C'est vrai qu'il y a cette idée-là que une femme qui va voyager seule en stop, ça peut être compliqué. Être jeune aussi, ça peut aussi réduire. Être une jeune femme, voilà, c'est vrai que ce sont des prérogatives à avoir, mais voilà, moi je me permets de voyager tout seul. Je voyage aussi beaucoup entre amis, c'est aussi super d'être tout seul à attendre à deux sous la pluie, attendre le pouce, mais voilà, c'est super bien. Mais en tout cas, faut pas hésiter, faut se lancer, puis voilà, partir à deux en stop pour commencer, et ensuite si on se sent capable, on peut partir tout seul pour des petits trajets, etc. Et puis ça réduit l'impact carbone de nos voyages. Complètement, moi je le fais aussi pour cet impact environnemental qui est moindre, puisque j'ai vraiment dans cette optique écologique à me dire que de toute façon cette personne allait à un endroit, donc si elle me prend, de toute façon ça peut réduire, ça ne peut que réduire. C'est clair, c'est comme ça que l'association Bluetopia, je sais pas si tu les connais, c'est sur La Rochelle, c'est un... Ouais, ils produisent des documentaires. Oui, c'est protection de marins. Protection de l'océan. De l'océan, ouais. Des documentaires pour montrer des solutions, pour protéger l'océan et être un média un peu positif là-dessus. Ouais. Et du coup, ils ont fait tout un tour de France en autostop pour réaliser leur documentaire de l'assiette à l'océan. Ok, et génial. Au début, ils voulaient partir en van ou en train et tout. Et en fait, pour les rencontres, pour l'impact écologique, ils se sont dit on va faire notre tournage documentaire en stop. Et du coup, ils se sont fait interviewer dans la voiture par une radio locale. Ils ont fait plein de rencontres pareil, dormir chez l'habitant et tout. Donc le stop quand on est jeune, c'est une alternative, et pour aller à des festivals, et par exemple, et il existe même un festival du stop.
en juin, il y a un festival qui se passe en Creuse et tous les participants vont en stop à ce festival. C'est dans un bled paumé et en fait, on paye pour. On a une place dans un camping et on arrive, toute la soirée, il y a le festival en stop qui se passe en Creuse voilà, au mois de juin. Et s'il se passe tous les ans, ça va être la 3e édition en 2023. C'est trop bien. Ouais. Il y a un truc aussi là, près de La Rochelle, il y a les relais pouces ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est le réseau pouce. Réseau pouce, voilà. Le réseau pouce qui a été créé par la communauté d'agglomération de Maran. Et du coup, qui se fait et qui se développe pour favoriser le stop sur des petits trajets, du coup, pour débaucher au quotidien. Bien. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Elio. De rien. Sion. Et Yanis, Anna, vous avez échangé vos vies. Non, je plaisante. Yanis, tu es allemand, tu es en volontariat de corps européen de solidarité en France. Et toi, Anna, tu es française et tu as vécu en Allemagne. Le lien est tout trouvé. Je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez senti de plus différent quand vous étiez en Allemagne ? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué de la France ou manqué de l'Allemagne ? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus différent en fait en France ou en Allemagne ? Alors déjà, je sais que ça revient beaucoup, je pense que ça revient aussi pour tous les pays ou pas, mais le pain. Alors les Allemands ont un très bon pain, mais c'est très très différent. C'est un pain très très céréal, très sain, et nous, la baguette, la classique, et les bonnes boulangeries, tout ça. Mais le pain, c'est un truc qui nous avait manqué, je me rappelle. Et puis aussi, on avait parlé de la sécurité tout à l'heure. Je me rappelle que moi, mes parents, ils me laissaient sortir, j'avais moins de 10 ans, j'allais au cinéma toute seule, à Francfort, qui est quand même une très grande ville, avec l'équivalent du métro, et moi je me rendais seule au centre-ville, mes parents n'avaient pas peur pour moi, et même là-bas aussi, il y a les enfants à clé, on appelle ça à clé, parce qu'il y avait leur clé de maison autour du cou, et ils rentraient chez eux tout seuls, et pareil, ils étaient au primaire, ils ne s'inquiétaient pas pour moi, c'était normal. Et donc c'est vrai que ici quand je suis arrivée, quand mes parents avaient peur pour moi quand je sortais, ça m'avait fait ça. Ok. Donc des questions de pain et des questions de sécurité, effectivement, de nourriture, et puis après du rapport aussi à l'espace public qui sont complètement différents dans les deux pays de ce que tu as pu ressentir. Ok. Merci Anna. Et toi Yanis, qu'est-ce que tu trouves différent ici en France ? Voilà, pour moi aussi, le pain. Mais, pour moi, ici il n'y a pas beaucoup des sortes de pains différents. Je sais pas, bien sûr, la baguette c'est bien, mais il faut aussi une certaine diversité. Ouais. Voilà. Mais par contre, généralement, franchement, je préfère les boulangeries en France. Parce qu'il y a beaucoup des choses douces, très délicieuses, très sucrées. J'adore. Les petites tartes et tout, ça j'aime bien. Et en Allemagne, il n'y a pas un choix si grand. Oui, aussi par rapport à la nourriture. Le premier jour où quand je suis arrivé ici, à l'après-midi, ma tutrice elle m'a dit maintenant on va prendre le goûter. Okay. Moi j'étais c'est quoi le goûter? Je ne savais pas. Voilà. Et j'aime bien vraiment. Ça il n'y a pas en Allemagne le goûter. Et ça j'aime très bien. Et en plus aussi pour la nourriture, une collègue m'a invité à manger chez elle. C'était le dimanche. Je suis y allé à 11h et je voulais me rencontrer avec une amie après. Donc je croyais, à 15h, ça devait être fini. Mais voilà, c'était pas comme ça. Il y avait avant un apéro, et après, oui, les plats différents. Après, le dessert, et oui, voilà, ça a duré longtemps, c'était très délicieux, mais oui, pour moi, j'étais pas habitué à ça. Ok. Voilà. Ok. Donc, question aussi d'hospitalité, la question du rapport à la table, de comment est-ce qu'on partage les repas, et de la durée des repas également. Oui. Et effectivement, ce petit repas supplémentaire qui n'est pas de refus, le goûter. Trop bien. Et puis aussi en Allemagne, ce qui était aussi très bien, ce qui m'avait fait bizarre quand je suis rentrée, c'est que les restaurants n'ont pas, leur cuisine ne ferme pas. La cuisine se service en continu partout pratiquement. Alors que nous ici à 15h maximum, les cuisines ferment pratiquement partout. Alors qu'en Allemagne, tu peux aller manger à un restaurant à 16h, c'est ton goûter. Oui. C'est vrai. Elle a raison, pour moi c'est un peu
c'est bizarre si je vais aller manger quelque chose à, je sais pas, à 17h. Normalement, et ça ouvre à, je sais pas, à 19h, ça commence. Moi, là, j'ai déjà pris mon dîner, mangé mon dîner normalement. Ouais. Donc, voilà. Et oui, parce que tu n'avais pas eu le goûter. Oui, oui. Du coup, Et une autre petite différence, peut-être, c'est la question ça va. Ça va, bah, si en Allemagne quelqu'un me demande ça va, je vais dire bah je sais pas, peut-être là il y a ce problème ou je sais pas, ou peut-être aussi je vais bien, mais je vais raconter vraiment. Ici c'est plutôt, c'est pas une vraie question. C'est ça va, voilà. Ça je devais m'habituer un peu, mais maintenant je le fais aussi. ouais. Salut, ça va, et on se casse. Oui. Et effectivement, c'est plus un type de langage, c'est un type de salutation en fait. Ça va, ça, ouais, ça c'est va, ça. et toi. Mais c'est vrai que ça nous fait, que parfois ça peut nous faire bizarre. Ça va? Non, ça va pas. Ouais, c'est... Bon bah salut, hein, ouais. Quelle Effectivement. nuance, Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments où vous êtes senti différent, toi en tant que Française en Allemagne et toi en tant qu'Allemand en France? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes senti différent, où vous dites ok, là vraiment il y a eu un espèce de petit choc interculturel? Peut-être au niveau langage. Ok. Au niveau langue, les Allemands sont très pointilleux sur leur langue parce que la langue est très très compliquée. Alors bien la parler, souvent les petites prononciations, les petits umlauts, les petits trucs, c'est compliqué et souvent ils te comprennent pas si tu parles pas très bien leur langue. Mais bon, après l'anglais ça sauve tout. Ouais. Mais sinon à part ça, jamais toujours très accueillant. Jamais eu de problème. Trop bien. Ok. Et toi, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti différent? Franchement, pas vraiment, parce que ouais, dans mon travail, mes collègues ils m'ont bienvenu très bien, donc c'était cool. Je sais pas, peut-être aussi avec la langue, je parlais français déjà, donc ça va, mais je crois que si on ne parle pas français, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a plein de gens qui ne parlent pas vraiment l'anglais, en Allemagne c'est un peu différent, mais généralement non, je me sentais très très bien. Ok. Tu veux nous dire un mot de la structure dans laquelle tu fais ton volontariat en CES? Oui, alors je travaille, où j'ai fait mon volontariat chez Info Jeunes à Poitiers. Alors c'est une organisation qui informe les jeunes sur beaucoup de sujets différents, logement, s'ils veulent trouver du travail, mais aussi le sujet dont je m'occupe, c'est la mobilité internationale, partir à l'étranger avec un stage, travail, pour faire un volontariat comme moi ou pour des études. Et aussi, on parle de l'Union européenne, pour rendre l'Union européenne plus proche aux citoyens. Ok, trop bien. Merci beaucoup Yanis. Et toi Anna, qu'est-ce que tu faisais en Allemagne? Moi en Allemagne, c'était vraiment juste scolaire. J'étais dans un lycée français, français, la communauté française, c'était vraiment... Mais sinon, j'ai fait aussi un peu de danse en Allemagne. Ok, très bien. C'était sympathique, j'en ai un bon souvenir. Et Et là tu voudrais y retourner? y retourner, ça fait depuis le Covid que je suis pas retournée. Ok. Ça me fait bien de voir un peu le pays. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, au Forum de la mobilité de La Rochelle, tu as trouvé un outil ou un dispositif qui te permettrait éventuellement? Du coup, le CES, je connaissais pas du tout. Du coup, je vais regarder un peu, je pense que si je peux peut-être en faire un. Pour voir du coup si tu peux devenir volontaire en corps européen de solidarité, donc trouver une structure d'accueil en France, une structure d'envoi en France et une structure d'accueil en Allemagne. Ok, super. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup Yanis pour votre témoignage franco-allemand. Nico, dis-moi, Oui. quelles sont les compétences que tu as apprises pendant ton voyage? Oui, alors concernant mes compétences, en fait juste pour donner, pour bien contextualiser, en fait Ouais. moi j'étais parti une semaine en Espagne. Ok. C'était dans le cadre je suis étudiant à l'université de La Rochelle, donc du coup je suis parti grâce à eux. Et en fait ils étaient en train de créer un programme pour valoriser l'engagement étudiant dans les universités européennes en général.
Donc en termes de compétences, du coup, puisque c'était vraiment dans les thématiques vraiment de s'engager, il y a plein de manières de lier ça. En fait, moi, sur le temps d'une semaine, on a quand même vu pas mal de choses en termes culturels, vraiment. Donc ça, c'était déjà sympa parce que le temps d'une semaine, c'était quand même short, mais on a quand même appris des choses sur la ville de Valence. Donc j'étais partie à l'université de Valence. Très bien. Et donc on a présenté vraiment l'histoire, comment ça s'est passé et tout. Et pareil, dans l'idée de les thématiques d'engagement, donc il y a certes il y a cet aspect culturel qui est important, mais également les actions qui sont concrètes. Donc on a fait du beach cleaning, donc du coup ça c'était cool. Donc on a pu reconnaître rapidement qu'est-ce qui était recyclable, ce qui n'était pas recyclable, tout ça dans une ambiance bien sympa. On avait Hit Me Baby One More Time qui était passé en arrière-plan, donc ça c'était cool. Et ça, on était avec plein d'autres étudiants qui n'étaient pas forcément liés dans notre programme à nous, donc sans doute des partenariats, enfin d'autres universités, d'autres structures qui sont venues, des étudiants jeunes motivés avec leur sac plastique. On a ramassé, on a fait les petits trous sur la plage, les mégots de cigarettes. Ça c'était pas cool, donc ça on a compris, c'était pas recyclable. Donc on a fait ça et le temps d'une semaine c'était déjà pas mal. Donc on a déjà fait ça en termes de compétences. Donc j'essaie pour synthétiser le tout. Compétences culturelles, donc on a vu plein de choses intéressantes. On a également vu comment du coup les plages en Espagne elles étaient très belles, mais du coup il y a les arrières des décors que les gens vivent et tout ça. Et est-ce qu'il y a-t-il un troisième point que je peux rebondir? J'étais partie également en stage, mais ça c'était encore totalement différent. Ok. Donc c'était pas à Valence, mais c'était à Alicante. C'était dans le cadre d'un stage parce que j'ai fait d'autres études et j'ai travaillé dans des entreprises. Donc là du coup vraiment des compétences de terrain. Et là le truc qui était sympa, c'était j'ai travaillé dans une entreprise d'immobilier. Donc du coup les jolies maisons et tout. Donc on m'a clairement expliqué. C'est un autre public, oui, mais il y a quand même ça. Ça peut arriver ça à l'étranger. Et ça c'est vraiment intéressant. Bien sûr. Et le tout en espagnol, bien sûr. Beaucoup d'anglais. L'anglais, ça marche aussi. Ouais, après ça, le temps d'une semaine, du coup, c'était. En fait, il y avait la France, il y avait l'Espagne, il y avait la Roumanie, il y avait la Lituanie, et il y avait d'autres personnes qui étaient censées venir, comme par exemple, on avait des. Alors, l'Irlande, je m'en souviens plus si elles étaient censées venir, mais il y a des partenariats avec l'Irlande, et je pense qu'ils sont plus ou moins connectés. Et d'autres idées. C'était un projet Erasmus+. C'était dans le cadre de l'université et ça entrait dans l'idée d'Erasmus. En fait, ça c'était l'une des des déclinaisons du projet. Mais en fait, le but principal c'était également de monter une mineure. En fait, c'est en université, donc du coup, il y a plein de cours de mineurs qui se font, des cours supplémentaires obligatoires. Et là, ils avaient vraiment prévu de monter une avec la connotation européenne. Ouais. Et là, ça s'appelle la mineure Connexus que La Rochelle Université essaie de monter. Et du coup, on essaie d'intervenir plein d'universités sur la thématique de l'environnement littoral surtout, le tourisme et l'écotourisme, comment je vais dire ça, littoral, j'ai oublié du numéro tout à l'heure. Donc dans ces thématiques-là. Ouais. Effectivement, avec l'ambition de monter une université européenne et de développer la citoyenneté européenne. Exactement, et ça, c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas, que je ne peux pas arrêter d'insister. S'il y a des possibilités pour partir à l'étranger et que si ça coince sur quoi que ce soit, il faut vraiment parler de cette envie-là pour voir si on peut être accompagné et tout. Parce que en termes de compétences, on apprend plein de trucs. Et non, vraiment, on s'épanouit. C'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité que si on a vraiment le plus se renseigner possible, même si on n'est pas sûr de le faire, quoi. Ok. Très bien, merci beaucoup Nico pour ton témoignage. De rien, ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci. On est avec Nico et Nico il nous rappelle que dans notre valise il y a quelque chose d'incontournable qu'on a oublié. Nico, c'est quoi? C'est mon métier qui fait, c'est la trousse à pharmacie parce que suivant les pays etc. on n'a pas forcément le même langage. Il vaut mieux partir avec une trousse à pharmacie un peu complète pour pouvoir pas avoir de soucis sur place. Sinon partir avec des gens sympas qui ont une trousse de pharmacie ça marche aussi. Allez, à bientôt.
Thank you.